Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Sur le plan national, nous reviendrons sur la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaye Salah aux Émirats Arabes Unis. Nous nous intéresserons ensuite à la position de l'Algérie sur la crise libyenne. À l'international, nous irons en Grèce avec la décision de sauvetage de la Grèce par l'Union européenne. Nous nous dirigerons ensuite aux États-Unis et en Russie, où la situation devient tendue sur le plan diplomatique entre les deux pays. Nous finirons avec du sport et la finale de la Supercoupe d'Afrique remportée par le STF. Comme énoncé dans les titres de ce journal, le général de corps d'armée Ahmed Gaye Salah, vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue une visite officielle à partir d'aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. En sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika et dans le cadre de la 12e édition du Salon international de défense IDEX 2015, le général-major Gaye Salah sera aux Émirats Arabes Unis à l'invitation adressée au chef de l'État par son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, ministre de la Défense, gouverneur de Dubaï. Dans le même contexte, M. Gaye Salah effectuera à partir du 26 février une visite au Qatar en réponse à l'invitation du général-major Hamad Ben Ali Al-Atiya, ministre de l'État aux affaires de la Défense. Ces deux visites s'inscrivent dans le cadre du renforcement des relations de coopération militaire et technique établies avec ces deux pays et des contacts réguliers entre les responsables militaires à l'effet d'aborder l'état actuel des relations de la coopération militaire et technique et examiner les voies et moyens de les consolider et les diversifier, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. Côté politique, le Premier ministre Abdelmalek Sellel reprend ses visites sur le terrain et sera le 24 février à Oran pour célébrer l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Le Premier ministre animera des meetings en compagnie du secrétaire général de l'UJTA Abdelmajid Sidi Saïd. Il est prévu que Abdelmalek Sellel se rende dans la capitale de l'Ouest à l'occasion de la double célébration de l'anniversaire de la fondation de l'Union générale des travailleurs algériens et la nationalisation des hydrocarbures. M. Sellel animera, selon des sources syndicales de l'UJTA, un meeting dans une salle omnisport à Oran. Cette visite en appellera d'autres que le Premier ministre compte entreprendre à travers les wilayas du pays. Sur le cas libyen, l'Algérie demeure convaincue que la voie du dialogue et de la réconciliation nationale reste le seul moyen pour régler la crise dans ce pays, a déclaré à New York lors du Conseil de sécurité de l'ONU le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, M. Abdelkader Messahel. Nous restons totalement et entièrement convaincus que c'est seulement par le dialogue et la réconciliation nationale que les différentes parties libyennes pourront dépasser la grave crise qui les affecte avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner dans toute la région, a souligné M. Messahel lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à l'examen de la situation en Libye. Le représentant de l'Algérie a déclaré durant cette réunion que la formation d'un nouveau gouvernement légitime dans ce pays frère permettra aux Libyens de demander assistance et soutien à la communauté internationale, ajoutant que les pourparlers de Radamès I et Radamès II, ainsi que ceux de Genève, indiquent l'existence d'une volonté d'adhérer à cette solution politique. Suite à la dégradation de la situation en Libye, le ministre délégué a fait part de la préoccupation majeure de l'Algérie, à la fois pour la restauration rapide de la stabilité du pays, mais également pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Terrorisme maintenant, la branche libyenne du groupe Daesh a revendiqué les attentats perpétrés ce vendredi à Qubba, dans l'est libyen, qui ont fait au moins 31 morts et 40 blessés. L'Algérie a condamné samedi ces attentats terroristes dans l'Est libyen et renouvelé son rejet du terrorisme sous toutes ses formes, comme indiqué dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères. La déclaration condamne fermement la série sanglante d'attentats terroristes qui ont fait des dizaines de victimes innocentes dans l'Est de la Libye, dans le Dôme. Le ministère des Affaires étrangères algérien a adressé ses sincères condoléances et exprimé sa solidarité avec le peuple frère libyen. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'à ce stade critique, l'Algérie rejette le terrorisme et condamne tous ceux qui le soutiennent par la parole ou action et demande à toutes les forces politiques en Libye de contribuer aux travaux sur la réunion et renoncer à toutes les causes de division. La pénurie de carburant se poursuit dans sa deuxième semaine d'affilée dans certaines villes et villages du pays. Les wilayas de Naama et Al-Bayad sont les plus touchés par cette déficience du diesel, très demandée en cette période de froid. De longues files d'attente de camions de tout tonnage et véhicules particuliers se forment au niveau des différentes stations-service pour s'approvisionner en carburant. Les services de la Sonatrach sont totalement absents pour approvisionner les particuliers, surtout en cette période de froid intense qui sévit dans diverses régions depuis plusieurs jours. Malgré les explications de la directrice de la division raffinage, le problème reste entier et le citoyen ne sait plus à quel sein se vouer.
Sur le plan international, les États-Unis ont prévenu la Russie que son soutien aux séparatistes ukrainiens en violation du cessez-le-feu constituait une menace directe pour l'ordre mondial moderne et qu'elle pourrait avoir à en payer le prix. Il s'agit de l'avertissement le plus clair adressé par Washington à Moscou depuis que l'accord conclu la semaine dernière à Minsk est entré en vigueur sans permettre un arrêt des combats. Le soutien continu de la Russie aux attaques en cours des séparatistes en violation du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine sape la diplomatie internationale et les institutions multilatérales, les fondations de notre ordre mondial moderne, a déclaré Jen Psaki, porte-parole du département d'État. L'administration Obama dit étudier une augmentation de son soutien à l'Ukraine, ce qui pourrait passer par des sanctions accrues touchant la Russie, mais aussi par la fourniture d'armes à Kiev, même si la Maison-Blanche souligne que la priorité reste une solution diplomatique. Toujours sur la Russie, le président Vladimir Poutine a déclaré lors d'un discours donné à l'occasion d'un concert consacré au jour du défenseur de la patrie que son pays ne subira jamais de pressions extérieures et qu'il sera toujours disposé à donner la réponse adéquate face à ses potentiels agresseurs. Personne ne doit se faire d'illusions concernant la possibilité d'influencer la Russie et d'atteindre la supériorité militaire sur elle. Nous aurons toujours une réponse adéquate à ces tentatives. Nos soldats et nos officiers ont prouvé leur capacité à agir collectivement, professionnellement, avec courage et détermination pour accomplir les missions les plus difficiles et inhabituelles, a déclaré Vladimir Poutine. Le président russe a souligné que son armée se perfectionne en permanence en se conformant aux standards les plus sophistiqués pour augmenter son efficacité. Ce discours est certainement un avertissement dirigé à la communauté internationale, laquelle ne cesse ces derniers mois d'accumuler les sanctions financières et de réitérer les déclarations et communiqués coercitifs contre le pays soviétique. Sur le plan de la politique internationale, John Kerry, chef de la diplomatie américaine, se réunira ce dimanche avec son homologue iranien, Mohammad Jawad Zarif, lors de la conférence de Genève, pour entamer des négociations sur le nucléaire iranien. Cette assemblée comprendra également les grandes puissances internationales des 5+1. Les négociations sur le nucléaire iranien ont débuté il y a un peu plus d'un an entre l'Iran et le groupe des 5+1, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les déclarations successives de la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini et du président américain Barack Obama par la suite ont vu la date du 31 mars 2015 comme ultimatum à la signature d'un accord sur le nucléaire iranien. Concernant la conférence de Genève, des rencontres préparatoires ont eu lieu vendredi entre le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman. Les chefs des diplomaties américaines et iraniennes prendront le relais ce dimanche dans le but de trouver une solution définitive sur le cas du nucléaire iranien. Ils seront accompagnés de la directrice politique de la diplomatie européenne, Helga Schmidt, laquelle présidera dimanche la réunion entre l'Iran et les directeurs politiques des 5+1. L'Iran a fait une avancée significative dans son discours sur le sujet du nucléaire et il est bien possible que cette fois les négociations aboutissent à un accord global sur ce thème. Le chef de la diplomatie iranienne avait en effet annoncé lors de la 51e conférence de Munich vouloir prouver au monde entier le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Côté économie, à l'issue de la réunion organisée par l'Eurogroupe qui rassemble tous les ministres des Finances de la zone euro et les principaux acteurs, BCE, FMI, Allemagne et Grèce, un accord a été trouvé concernant le sauvetage de la Grèce. Après une réunion qui a duré de nombreuses heures vendredi, les négociations ont abouti sur un accord plus ou moins satisfaisant pour toutes les parties. La Grèce a obtenu un prolongement du financement de sa dette par les organismes compétents pour une durée de 4 mois de plus jusqu'à juin 2015. Le report de la date butoir, initialement prévu le 28 février, donnerait un grand bol d'air aux dirigeants grecs, au cas où le plan de réforme qu'ils doivent proposer dès ce lundi est accepté par l'Eurogroupe. Une fois étudié, si le plan de réforme est accepté, le prolongement du financement de la dette grecque s'appliquerait et permettrait à la Grèce d'être sous assistance respiratoire jusqu'à juin, tout en restant dans la zone euro. Dans le cas échéant, une nouvelle réunion de l'Eurogroupe se tiendrait mardi. Toutes les parties sont néanmoins d'accord pour tout mettre en œuvre pour éviter une nouvelle réunion et parvenir à un accord définitif ce lundi. Sur les détails de l'accord, la Grèce promet de ne plus agir de manière unilatérale, de se conformer aux décisions de l'UE, de rembourser ses créanciers et de se conformer aux anciennes procédures. L'accord a été trouvé dans la douleur ce vendredi où les ministres des Finances allemands et grecs ne pouvaient pas rester dans la même pièce. En cause, l'incroyable désinvolture de la partie grecque. Selon un haut officiel européen, il ne faut plus que Şaoble et Varoufakis soient dans la même pièce. Il faut sortir de ce psychodrame. Toujours est-il que l'accord a été trouvé satisfaisant par de nombreux responsables européens. Le président français a même qualifié cet accord de bon compromis, considérant qu'il faut laisser le temps à la Grèce d'assurer sa transition en prolongeant le financement de sa dette. Dans le Golfe, l'ex-président du Yémen Abderrabbo Mansour Hadi est parvenu à quitter ce samedi sa résidence de Sanaa, assiégée depuis des semaines par les milices houthistes, pour se rendre dans sa demeure d'Aden. Le président démissionnaire du Yémen s'est enfui de la capitale Sanaa ce samedi matin pour se rendre dans la capitale du sud du pays. Il n'a obtenu aucun arrangement ni n'a prévenu aucun parti politique. Il était assiégé depuis des semaines par les milices houthis qu'il avait forcé à quitter le pouvoir en janvier. La semaine dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU avait exhorté les houthis à quitter les instances gouvernementales et à arrêter leur siège sur l'ex-président et le Premier ministre. Le pays a subi une crise profonde ces dernières semaines et de nombreux gouvernements internationaux avaient dénoncé les actions houthis que certains pays ont qualifiées de coups d'État.
Sport maintenant avec la victoire de l'OSTF pour le compte de la Super Coupe d'Afrique. Match remporté 6 tirs au but à 5 face à l'équipe égyptienne d'El Ahly dans un stade Moustapha Tchaker à guichet fermé. Au terme d'une rencontre qui s'est soldée sur un score nul de 1-1, le détenteur de la précédente édition de la Ligue des Champions, l'OSTF, remporte le 23e titre de son histoire, toute compétition confondue, et affirme sa suprématie sur le plan continental. Le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, a remis le trophée au capitaine de l'équipe algérienne, Farid Mellouli, qui soulève le deuxième trophée continental du club cette saison. L'OSTF est le deuxième club algérien à remporter cette compétition après la JSK qui s'était imposée en 1982. L'OSTF succède à son adversaire du jour, détenteur du trophée l'an dernier. Du football, le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais Nabil Fekir, 21 ans et révélation de la Ligue 1 de football, a déclaré qu'il choisira sa sélection avant le mois de mars. Le joueur algéro-français, auteur de 8 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison, est dans le viseur de plusieurs clubs européens dont Arsenal et Manchester City. Il a déclaré « La décision de choisir entre l'équipe de France et l'équipe d'Algérie sera très compliquée. Je vais peser le pour et le contre. Je sais que les deux peuvent m'appeler le mois prochain. J'essaierai de prendre ma décision avant le mois de mars. » On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à très bientôt sur les antennes de Numidia News.